Bonjour, aujourd'hui j'ai le plaisir d'être reçu par Samuel Bollendorf dans son appartement parisien, avec qui nous allons discuter de ses travaux multimédia et de sa façon de voir l'évolution de ce secteur d'activité journalistique. Samuel Bollendorf a pris le virage du numérique depuis déjà un bon moment, d'abord en tant que photographe parce qu'il lui fallait passer de l'argentique aux appareils photo numériques, et puis il a suivi, accompagné l'évolution des travaux photos sur Internet. Il a été président de l'agence de photographes indépendants L'Œil Public de 2000 à 2010. Et pendant cette période-là, il a contribué aux travaux d'un site internet de L'Œil Public qui a permis à l'agence d'être une des premières à offrir ses travaux sur Internet. C'est aussi vers la fin de sa période à L'Œil Public qu'il a commencé à s'intéresser aux récits multimédia. Et cela l'a amené notamment à produire un web documentaire qui s'appelait Voyage au bout du charbon, qui a été consacré à l'exploitation du charbon en Chine. Il montrait le travail pénible des mineurs chinois et les conséquences de cette exploitation sur l'environnement chinois. Quand Voyage au bout du charbon a été présenté en 2008, cela a été une grosse surprise dans le public. C'était bien la première fois que quelque chose de ce type-là était réalisé. À titre personnel, je me souviens parfaitement bien, lorsque j'ai vu cela pour la première fois, la surprise que cela a été pour moi, je me suis dit, ah ben voilà une nouvelle façon de raconter une histoire journalistique. Samuel, merci de nous recevoir chez toi. 6 années après Voyage au bout du charbon, qu'en est-il avec le recul? Comment est-ce que tu perçois la surprise qu'a été la réception de ce travail par le public? Euh, D'abord, effectivement, Voyage au bout du charbon, c'était un moment fondateur dans les histoires, dans les questionnements des photojournalistes. Mais moi, je rappelle toujours que finalement, j'ai rien inventé. D'abord, il existait déjà des web documentaires. Il y a eu des récits comme ça. Il y avait eu Thanatorama avant, ou La Cité des Mortes, qui étaient des projets différents. Mais je pense que ce qui se joue par contre avec Voyage au bout du charbon et ce qui fait son éclat, c'est le fait que pour la première fois, on diffusait ce type de production sur un site de presse généraliste. C'est-à-dire qu'on l'a diffusé sur le site du monde.fr. Et donc du coup, évidemment que c'était une enquête journalistique, hein, c'était un projet que j'avais mené dans le cadre d'une série sur la Chine que j'ai réalisé pendant 3 ans. Et donc du coup, tout à coup, effectivement, l'enquête interactive rencontrait un public qui cherchait des enquêtes journalistiques, enfin qui s'intéressait à l'information d'abord. Et puis, pour les photographes, je pense que c'était une voie. C'était proposer effectivement une nouvelle forme de narration, soit, mais aussi de production finalement. Comment on raconte des histoires? Ce qui nous intéressait, c'était de raconter des histoires, et ça, c'est ce qui nous a toujours guidés. Et d'ailleurs, c'est ce qui nous a toujours rassemblés aussi. Mais, je termine. Et donc, en fait, le site internet était pour nous un espèce de laboratoire. Donc, en fait, dès 98, j'avais tourné un documentaire qui est devenu un 52 minutes vidéo classique dans un service de gériatrie qui a été produit par MK2. J'avais réalisé une chronique vidéo sur le site internet de Libération et sur le papier en 2005 et qui s'appelait Cité dans le texte. Avec tout le groupe de l'Œil Public, on avait créé une revue qui s'appelait OE, qui avait une version papier, mais une version qui dialoguait avec une version web qui ne racontait pas les histoires de la même façon. C'était pas juste un PDF en ligne. Et où on cherchait des modes de récit en se servant du site internet. Et pour nous, il y avait évidemment l'enjeu de vendre nos images en téléchargement, etc. Mais il y avait aussi cette question d'alimenter une espèce de... C'était pas un journal, mais mensuellement de proposer des histoires au public qui s'intéressait aux productions de l'agence. Donc finalement, pendant toutes les années que nous avons partagées ensemble à l'Œil Public, on était dans ces questionnements évidemment autour de la photographie,
mais aussi autour du texte, où dès 2000, j'ai travaillé à insérer du texte dans les tirages sur la série que j'ai réalisée sur le sida. Le dialogue entre le texte et la photographie, j'avais même réussi à imposer, et Guillaume aussi a fait ça, à imposer à Jean-François Leroy, à Visa pour l'image, le fait de présenter les textes avec un statut qui était similaire à celui des images. Et ce dialogue-là entre finalement la parole, on va dire, même si elle était retranscrite, et l'image, a toujours fait partie de nos questionnements et a fortiori du mien. Donc finalement, quand en 2008, je me suis retrouvé à terminer mon travail sur la Chine, qui au passage avait été produit grâce au soutien du ministère de la Culture. C'est important parce que j'avais eu du mal à le financer grâce à la presse. Et c'était vraiment le début de cette difficulté à produire une enquête en amont des Jeux Olympiques sur les mines de charbon, sur les usines de jouets, sur des problèmes environnementaux chinois, etc. Je l'avais découpé en volets, tout était fait pour que ce soit des sujets dont la presse puisse se saisir, et aucun journal ne les a produits en amont. Ils les ont tous diffusés. Des sujets qui ont été diffusés dans de nombreux pays, mais après, ils ont consommé ces sujets, en fait. Et finalement, j'ai rencontré un jour Arnaud Dressen et la société de production Kitang Film qui m'ont proposé de réfléchir à la façon dont on pourrait essayer de déployer une partie de ce travail, qui était donc les mines de charbon chinoises, sur le web. Et on a créé un pilote, en fait, qui s'appelait Voyage au bout du charbon, dans lequel on a essayé d'imaginer effectivement une scénarisation du récit en s'appuyant uniquement sur l'enquête et sur la réalité des faits, mais c'était vraiment une expérimentation, quoi. Tu dis bien que à ce moment-là, quand il y avait ce travail-là, il y avait beaucoup de réflexions à la fois sur l'environnement économique des photographes qui changeaient, des réflexions sur comment est-ce qu'on pourrait se servir des nouveaux outils pour raconter. Alors, et aussi que la presse toute seule n'arrivait plus à produire, à financer tout cela. Et à un moment donné, vous êtes arrivé au choix de placer l'internaute au centre, c'est-à-dire qu'il devient le héros dans le récit de Voyage au bout du charbon, puisque tu lui as proposé d'entrer par cette partie-là du récit, ou bien par une autre. Alors cette façon de faire rentrer l'internaute dans le récit, est-ce que ça met un peu fin à la façon linéaire de raconter une histoire ? Je pense pas que ça mette fin à la façon linéaire de raconter une histoire. Voyage au bout du charbon, c'est un voyage avec un départ et une arrivée. Donc finalement, il y a une linéarité, mais c'est l'internaute qui en franchit les étapes. C'est comme si on mettait pause à la fin d'une séquence dans un film pour pouvoir profiter de ce qui a été dit, puis après on remettait play. J'exagère, mais ce qui nous a guidés, d'abord, c'était de se dire, si on se saisit de la question de l'Internet, quelle singularité il y a dans l'Internet, et il y avait cette notion d'interactivité. Comment on raconte une histoire en se saisissant de cet outil-là. Et il ne s'agissait pas d'aller faire juste un diaporama sonore. Ça existait. Et puis, on avait le sentiment que c'était pas forcément toujours efficace. Par exemple, souvent les gens cliquaient sur l'image suivante sans lire la légende. Et puis les sons qui accompagnaient les images à ce moment-là, c'était souvent un peu de musique et ça racontait pas forcément vraiment les choses. Donc là, on s'est d'abord effectivement posé la question de comment on raconte une histoire en se saisissant de l'interactivité. Et c'est vrai que ça paraît archaïque aujourd'hui, mais en 2008, quand on a pu mettre une image en plein écran, moi je me suis dit, mais la télévision c'est terminé. À ce moment-là, sur le site de l'Œil Public, on poussait des images qui faisaient 400 pixels parce que c'est ce qui correspondait à peu près au compromis entre la vitesse de flux de chargement des images et la taille qu'on pouvait obtenir. Donc, avec tout à coup des images en plein écran, là, ça changeait tout. Et ça changeait tout du point de vue de l'immersion. C'est-à-dire que le spectateur rentrait dans l'image et il sortait de l'internet finalement. Il n'avait plus les barres d'outils, il n'avait plus les sollicitations extérieures.
et on le faisait rentrer, on l'immergeait dans une histoire interactive. Ça, c'était un premier enjeu. Et après, il y avait un enjeu de travailler sur l'attention du spectateur. Comment on fait, puisqu'on disait toujours que sur Internet, les gens changent de site au bout de 30 secondes, que quand il y a une vidéo, ils ne la regardent pas. À ce moment-là, on disait ça. Et donc, l'enjeu, c'était comment on fait pour renouveler en permanence le contrat d'attention, si je puis dire. Et donc, on s'est dit qu'il fallait inviter l'internaute à cliquer. Jouer. Alors oui, pour moi c'était pas jouer parce que c'était des vraies questions là. Il y avait effectivement finalement on a décidé de lui proposer d'être dans la peau du journaliste parce que c'était ma peau et que avec ça j'avais pas de problème qu'on prenne ma place. Par contre, évidemment que dans les questions qu'on s'est posées, on s'est dit comment on raconte l'histoire. Est-ce qu'on est un mineur de charbon? Est-ce qu'on est un morceau de charbon? Et évidemment, c'était pas possible. D'abord, les mines de charbon chinoises, avant tout, c'était 20 morts c'est toujours 20 morts par jour. C'est les mines les plus dangereuses du monde. Donc, on pouvait pas jouer avec le destin de ces mineurs, de ces gens qui meurent. Donc ça, c'était hors de question pour moi. Et je pense que ce qui était intéressant dans la rencontre avec les acteurs de la société de production Quitonque, c'est que moi j'étais journaliste et donc j'avais une position, disons que je garantissais un positionnement en termes de récit. Mais en même temps, l'interactivité, ça voulait dire pousser un peu des limites et forcément, il fallait accepter aussi, essayer de trouver les interfaces et accepter de changer de posture. Et donc, moi j'aurais tendance à dire plutôt ludique que jeu, mais en tout cas effectivement d'aller chercher le spectateur là où il pouvait avoir des réflexes. Et sur l'internet, devant l'ordinateur, il ne fallait pas oublier que quand même à ce moment-là, et encore maintenant, on était face à un public qui était seul généralement face à son ordinateur, et que cette configuration-là, si on sortait du surf, on appelait ça surfer à ce moment-là, de passer d'un article à l'autre ou des choses comme ça, avec Google. Mais si on essayait d'immerger le spectateur, tout de suite, les codes auxquels on pouvait faire appel, qui étaient déjà des référents, c'était les codes du jeu vidéo. C'est-à-dire, ne serait-ce que bêtement l'interface. On s'est dit, on va mettre les boutons en bas. Moi, j'étais pas un geek, j'ai pas beaucoup joué aux jeux vidéo quand j'étais petit, mais les rares fois où j'avais pu jouer avec des jeux vidéo, je me souviens que il y avait toujours, je sais pas, les compteurs ou les trucs comme ça qui étaient dans le bas de l'écran. Et donc, on avait l'image. Il fallait évidemment essayer de faire en sorte que l'image prenne toute la place, si je puis dire, parce que c'était quand même un travail de photographe. Mais l'interface et les boutons venaient à des endroits où l'internaute n'allait pas se poser la question de comment ça marche, etc. Mais il allait retrouver des repères. Donc on s'est servi d'une culture du jeu vidéo, de ses acquis collectifs, si je puis dire, pour fabriquer l'interactivité. Mais moi, je voulais pas que ce soit un jeu. C'était toujours cette ligne sur laquelle on marchait, avec peut-être erreur d'ailleurs, mais j'imaginais que c'était la ligne à ne pas franchir. On ne devait pas jouer avec le sujet. Est-ce que c'est pas tout simplement aussi reproduire au niveau de la production multimédia un vieux problème, une vieille difficulté de tout le travail journalistique, qui était à la fois être sérieux sur l'information, mais que si on veut que le public s'intéresse à cette information, il faut aussi la lui amener sous une forme séduisante. Et à passer quelque part un compromis entre le sérieux et le jeu. Bah, effectivement, c'est le problème de n'importe qui. Un auteur, un écrivain ou un journaliste rédacteur, si son écriture est extrêmement ennuyeuse et que son papier est trop long et que tout ça, on n'a pas envie de rentrer dedans. Et un film, s'il est très chiant, un documentaire, on va pas avoir envie de s'y intéresser. Alors que si il y a du rythme, qu'il y a effectivement des personnages auxquels on s'attache, etc., bah, on va raconter l'histoire différemment. Donc évidemment que sur le web, on avait les mêmes problématiques en termes de narration, on va dire audiovisuelle, même si on était encore avec que de la photographie et du son, très peu de vidéos. Je crois que dans Voyage au bout du charbon, il y a 3 ou 4 vidéos qui font 20 secondes. Parce que
on avait peur que ce soit des moments de décrochement parce que c'était des moments où l'internaute était passif. Et on se disait, s'il est passif, c'est le moment où il risque de partir. Donc il faut tout le temps qu'il soit dans actif. Interactif, c'était surtout de faire en sorte qu'il soit toujours actif. Donc il y avait ce clic et le fait aussi d'avoir les images plein pot sans mouvement. Et là, c'est une vraie... est-ce que c'est une découverte? Oui, je pense que c'est vraiment là que j'ai vraiment pris conscience du dialogue son-image fixe. C'est-à-dire que les images fixes de Voyage au bout du charbon arrêtaient, puisque il suffisait que l'internaute clique pour changer d'image, mais il pouvait rester aussi longtemps qu'il voulait sur une image, et avec juste des sons en boucle, ça venait raconter, ça fabriquait un hors-champ, en fait. Et ça, pour moi, c'est, depuis, je ne travaille que là-dessus, sur le hors-champ. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on arrive à fabriquer comme environnement autour de l'image, autour de la photographie, pour prolonger son instant. Et pour moi, c'est pas de faire de la vidéo qui va prolonger, qui va fabriquer, qui va apporter une notion de temps dans la problématique des photojournalistes, mais c'est plutôt de faire de la photographie et de la prolonger par le son. Et ces instants-là, l'image fixe avec des sons autour, finalement, c'est le spectateur qui va lui-même se poser. Finalement, ça l'immerge, le son. Et ça va fabriquer, ça va lui permettre de fabriquer ce qu'il ne voit pas dans l'image. Et le son n'a plus besoin d'être descriptif parce que par contre, l'image apporte les éléments essentiels, instantanés de la fabrication du décor. Et ce dialogue-là, finalement, donner des éléments visuels, des éléments sonores, permet de placer le spectateur dans une situation où c'est lui qui va les relier. C'est son cerveau, c'est son imaginaire, c'est son expérience qui va relier ce son d'ambiance à cette image-là. Et donc, il va le fabriquer avec son propre vocabulaire, si je puis dire, imaginaire, et donc forcément avec des mots qui lui parlent. Et donc, il va être affecté. Et ça, pour moi, c'est la découverte de Voyage au bout du charbon. De quel moment as-tu fait cette découverte, hein? Je pense que je l'ai fabriqué avec Voyage au bout du charbon, mais c'est a posteriori quand je me suis dit qu'est-ce qui a marché avec Voyage au bout du charbon, comment on fait, parce que je voyais d'autres productions, je voyais éventuellement les productions que j'ai pu faire après, je me disais comment faire pour refabriquer l'état de grâce, ou quelle alchimie avait fonctionné dans Voyage au bout du charbon. Et c'est là que vraiment j'ai eu la conviction que c'était ce dialogue photographie-son que j'ai sans cesse cherché à reproduire du coup après en travaillant avec des documentaristes sonores, en travaillant sur des interfaces qui mettent en avant la parole et en ayant vraiment cette conviction que moi ce qui m'intéresse dans mon métier, c'est finalement par la photographie, c'est de donner la parole aux gens. C'est ce que je faisais en associant le texte à l'image. Et là, c'est une continuation finalement, mais c'est juste avec d'autres outils. Alors là, tu t'intéresses beaucoup au son, mais tu n'es pas toi-même un spécialiste de l'enregistrement du son, du traitement du son, de l'édition du son. Alors comment est-ce que tu procèdes, peut-être dans tes travaux plus récents? Est-ce que ça veut dire que tu t'associes avec des spécialistes de ça? Ou est-ce que tu tentes toi-même de faire des enregistrements et qu'ensuite tu demandes de l'aide à l'extérieur? Enfin, comment est-ce que tu le conçois? Oui, je pense que aujourd'hui, le photographe, il est malheureusement confronté à une problématique très compliquée. C'est qu'avant, il faisait des images fixes, muettes, si je puis dire. Et aujourd'hui, souvent, on lui dit que cette image, ça ne suffit plus. Ça ne suffit plus non pas parce qu'elle est plus capable de raconter, d'avoir la force de l'image fixe, au contraire, ça il faut pas l'oublier, que c'est une puissance immense que la photographie, mais tous les supports web, tablettes, etc., si on met juste une photographie sur un iPad, sur un site, ça ne suffit plus pour les diffuseurs d'informations. Ils ont besoin qu'on puisse y ajouter du son, du texte éventuellement dynamique, pourquoi pas une vidéo, etc. Et donc le photographe, il se retrouve confronté au fait d'avoir à
augmenter sa production et sa photographie. Alors, il y a plusieurs réponses à ça. Moi, je pense que d'abord, en plus, les matériels évoluent, c'est-à-dire que les photographes se retrouvent avec des boîtiers sur lesquels il y a un bouton rec et ça fait des vidéos. Et en plus, des belles vidéos, éventuellement. Enfin, c'est possible. Mais c'est pas parce qu'on a un bouton rec qu'on devient vidéaste. C'est un métier. Et ça existe, c'est un métier qui existe, ça s'appelle la télévision. Il y a des JRI et des gens qui font ça très bien et qui savent faire ça. Et qui savent monter des films, qui savent découper le récit en images, etc. Ce que les photographes n'ont pas forcément comme formation. Et donc le problème, c'est que les photographes sont pris en tenaille entre, d'un côté, un flux de photographie amateur qui vient noyer la photographie professionnelle, et donc ils se disent mais la photographie amateur est en train de nous prendre notre métier, et d'un autre côté la possibilité de faire des vidéos, mais eux-mêmes se retrouvent du coup dans une situation souvent de devenir des vidéastes amateurs. Et moi, ce que je dis beaucoup, c'est que le problème des photographes, c'est qu'ils font de la vidéo amateur et ils font exactement ils se retrouvent dans la même situation que les photographes amateurs. Donc, il ne faut pas devenir des vidéastes amateurs. La vidéo peut être un vrai outil de narration. Ça peut être mais le photographe, il a une capacité à fabriquer des instants qu'il peut prolonger dans la vidéo, mais il doit être il doit pas essayer d'aller faire de la télé. Il doit essayer de devenir justement un vidéaste, quelqu'un qui va fabriquer un peu des ovnis, des vidéos qui vont s'émanciper des codes de récit classiques, sinon ça n'a pas d'intérêt. Et il ne doit pas oublier qu'il est photographe. Et donc, comment faire pour alimenter, répondre aux besoins de commanditaires de presse qui éventuellement disent bah tu feras aussi une vidéo, ou alors pour le web on a besoin de rajouter un son ou quoi. Le photographe, le problème c'est qu'il ne peut pas être homme orchestre. Il y a des gens qui font très bien le son, il y a des gens qui font très bien la vidéo, et le photographe fait très bien la photo. Alors, et puis il y a des photographes qui écrivent mal, et puis il y a des photographes qui sont des bons rédacteurs. Mais finalement, ce moment, il permet aussi d'obliger le photographe à se mettre à travailler en équipe. C'est ça la solution. C'est de rencontrer comme un photographe avait l'habitude de travailler avec un journaliste, il peut travailler avec un documentariste sonore ou avec un preneur de son, ou alors il peut travailler avec un vidéaste, pourquoi pas. Et puis sur les productions interactives, il peut travailler avec des développeurs, avec des web designers, et finalement le photographe peut s'ériger au rang de réalisateur, de coordinateur de l'ensemble de ces métiers créatifs qui vont fabriquer un objet où chacun va apporter la force de son savoir-faire. Ça, c'est une solution assez coûteuse, plus longue, mais qui permet à des photographes de déployer leur photographie dans des réalisations installées sur leur production, mais avec lesquelles ils vont se faire aider, fabriquer un travail collectif finalement avec d'autres créateurs. Est-ce que tu peux expliquer ça à partir d'un exemple de travail? Oui, je vais développer. Et la deuxième solution, c'est le photographe qui devient un homme orchestre, et qui fait du son, pourquoi pas un peu de vidéo, ses photos, etc. Moi, je pense que le problème au fait d'être homme orchestre, c'est qu'on risque de tout faire moins bien. D'abord parce qu'on n'est pas forcément un génie, et que être bon photographe et en plus bon réalisateur sonore, bon vidéaste, ça commence à faire beaucoup. Mais en plus, c'est souvent les mêmes moments. Et là, même quand on est brillant, on ne peut pas se démultiplier. Et donc, faire la bonne image, c'est pas le moment où on enregistre souvent. Mais c'est le moment où on devrait faire la bonne vidéo aussi. Et puis en plus, on devrait être en train de faire le bon son. Et le son, c'est comme la photo, il faut aller le cadrer, il faut s'approcher des gens pour enregistrer si on veut avoir une voix, il faut aller chercher une ambiance. Tout ça, c'est du temps. Et le photographe peut pas être un homme orchestre. Donc moi, ce qui me fait un peu peur dans cette obligation-là, c'est que le photographe, s'il essaye de faire tout lui-même, il fasse un peu du nivellement par le bas. Mais après, il y a évidemment de ça vont émerger des productions et des gens qui vont trouver des écritures audiovisuelles, multimédia, on appelle ça comme on veut, qui vont être
novatrices ou pas, mais en tout cas qui vont proposer effectivement des productions simples, peut-être issues d'un seul individu, et que ce sera remarquable, hein. Mais je pense qu'il faut faire attention à pas tout apprendre d'un coup et du coup faire un peu tout mal. Maintenant, là donc la première solution, c'est donc de mettre en place des productions beaucoup plus lourdes, avec parce que qui dit euh, réalisateur sonore ou journaliste pour travailler sur une enquête, et puis pourquoi pas un web designer, etc. Ça c'est des métiers, c'est des gens. C'est des gens en plus qui viennent de plein de cultures différentes, hein. Donc c'est aussi un vocabulaire de dialogue à apprendre pour le photographe. Parler avec un développeur web, c'est vraiment pas la même culture de création, quoi. Donc tout ça, c'est des apprentissages et c'est du temps. Et pour payer plein de gens, eh ben, il faut plein d'argent. Et pour avoir plein d'argent, il faut convaincre. Et c'est plus difficile de convaincre pour aller chercher 100, 200 000 euros que pour aller chercher 2000. Et donc, du coup, pour pouvoir convaincre sur ce type de budget, il faut écrire. Et le photographe, du coup, doit vraiment se positionner au rang de réalisateur, auteur, d'écrire un projet et de convaincre des institutions, des mécènes, des créatifs de s'engager dans son projet. Donc je pense que c'est aussi ça, la charnière, c'est d'avoir des photographes qui ont cette culture de l'indépendance, de la production, de la création, etc., mais qui arrivent à franchir un pas pour devenir des réalisateurs. Est-ce que tu essayes de l'être, ou est-ce que tu peux nous donner un exemple sur comment tu essaies d'être ce réalisateur-là pour un travail que tu fais là? Et ensuite, comment, à partir de ce rôle-là, par rapport au son, comment tu essaies de t'adjoindre des compétences pour développer ce projet de réalisation? Alors d'abord, effectivement, je pense que donc pour revenir à la question initiale qui est que s'est-il passé depuis 6 ans, effectivement, je suis devenu réalisateur. C'est assez bizarre parce que je sais pas trop comment me qualifier. Il y a des gens à qui je dis que je suis photographe, d'autres auxquels je dis que je suis réalisateur. Réalisateur visuel, ça n'a pas grand sens. C'est difficile de qualifier l'endroit où on se positionne. Et je parle même pas des statuts là, parce que c'est une problématique franco-française, mais où le photographe se retrouve du coup à travailler avec des réseaux de l'audiovisuel, des réseaux du journalisme, des réseaux du droit d'auteur, et ça fabrique, ça étend la compétence et le champ et les interlocuteurs du photographe. Mais donc, par exemple, d'abord pour Voyage au bout du charbon, mais après pour À l'abri de rien ou Le grand incendie, sont des productions pour lesquelles il y a eu... alors À l'abri de rien, c'est un peu différent, mais Le grand incendie, par exemple, avec Olivia Colo, on a mené une enquête, on a écrit un projet de documentaire. On a eu des aides du CNC, donc en France, le Centre national de la cinématographie, et de France Télévisions, qui nous ont financé, qui nous ont donné de l'argent pour écrire, pour réfléchir au développement interactif de ce projet, parce qu'il y avait des enjeux en termes de récit. Chaque projet interactif doit avoir du sens. Encore une fois, l'interactivité, ça n'est qu'un outil. Donc, si on clique pour cliquer, juste gratuitement, ça n'a pas de sens. Donc, il faut que l'interactivité, elle soit au service du sujet. Et donc, je ne vais pas calquer l'interface de Voyage au bout du charbon sur les immolations ou sur la problématique du logement. Parce que ça n'aurait pas de sens. Donc, il faut à chaque fois repartir de zéro. Et comme on est à ce moment un peu nouveau moi je dis souvent qu'il y a eu l'invention de l'écriture, il y a eu l'invention du cinéma, l'invention de la musique. Avec l'interactivité, là, on est à un moment où on est en train d'inventer une nouvelle forme d'écriture, qui est l'écriture interactive. Et donc, il faut toujours avoir en tête que c'est une friche. Il ne faut pas essayer de faire rentrer dans un entonnoir de l'audiovisuel classique l'interactivité, parce que ça ne marche pas. Il faut
il faut essayer de trouver des formes qui s'adaptent aux usages, à la posture du public, et qui est avec son ordinateur, qui est peut-être dans son canapé, avec une télé allumée, ou alors qui est dans un métro, ou sur son téléphone. Tout ça, c'est des postures différentes, c'est des attentions différentes, et il faut aller capter l'attention pour essayer de faire rentrer dans l'histoire. Donc ça, c'est très long à imaginer, à concevoir une interface. Et donc, encore une fois, c'est cher, parce que pendant ce temps-là, il faut quand même bouffer. Mais on a donc, pendant plus de 6 mois, travaillé avec Olivia et la production, Olivia Colo, à l'écriture interactive du Grand Incendie. Puis ensuite, on est rentré en production, donc en tournage, on a mené notre enquête, etc. Et ensuite, on est rentré en montage, on a travaillé avec un monteur, avec un web designer, avec un développeur, avec un créateur sonore, avec un comédien même, qui lit des textes qui ont été laissés par des gens qui se sont immolés. Donc on rentre dans une écriture complètement différente, mais ça me permet de réaliser un travail photographique sur les lieux des immolations en France, qui fait socle dans le récit interactif, même si après il y a plein de témoignages que j'ai réalisés en vidéo. Mais ce travail photographique, c'est un travail que je peux sortir du documentaire et utiliser pour proposer une exposition, pour proposer un portfolio dans la presse. Et c'est ça qui est fondamental pour moi, c'est que la photographie reste le matériel central de ma production. C'est ce qui fait qu'effectivement, ça doit pouvoir exister dans une production interactive, et c'est même éventuellement par ce biais-là que j'arrive à produire l'enquête et le travail photographique. Mais après, il ne faut pas se dire, c'est bon, c'est juste pour le web documentaire que je fais ces images. Il faut que ce soit des images qui aient la force et l'installation propre à une série photographique que je vais pouvoir assumer en tant que photographe et proposer en portfolio, proposer en bouquin, proposer en exposition. Et c'est ce qui va déployer l'enquête sous toutes ses formes, qui va rencontrer des publics différents, parce que c'est pas les mêmes gens qui vont aller voir une exposition que ceux qui vont aller regarder la production interactive, que ceux qui vont acheter Le Monde, le journal. Et donc, c'est comme ça, en déployant sous plusieurs supports une enquête, que je continue finalement à faire mon métier. Hein. Mais au passage, j'ai appris à devenir un réalisateur pour pouvoir continuer finalement à être photographe. Le réalisateur que tu es devenu pour achever notre entretien, pour les participants de la formation du WordPress Photo Academy, peux-tu leur donner un conseil en matière de travail sur le son ? D'abord, je pense qu'effectivement, c'est passionnant le son. Mais il faut vraiment imaginer que le son, c'est aussi, ça demande autant d'engagement que la photographie. Aller chercher un son, c'est comme aller chercher un cadre photographique, une image. C'est pas avec son zoom, j'ai pas besoin de me déplacer, je veux faire un gros plan, je me rapproche pas. Pour faire une bonne image, il faut s'approcher. C'est pas pour reprendre Capa qui disait si l'image est pas bonne, c'est qu'on n'était pas assez près, parce que par ailleurs, je pense que on fait des pas de recul depuis qu'il a dit ça en termes de cadre, mais il n'empêche qu'il faut aller au cœur d'une scène pour la photographier. Il faut aller au cœur d'une scène pour l'enregistrer. Ça, c'est un premier truc. C'est-à-dire que le son, il doit faire l'objet d'une installation, d'une situation, d'un cheminement. Écouter une ambiance, c'est pas la même chose que se concentrer sur une voix, etc. Et le dialogue entre l'image fixe et le son, moi je trouve que c'est passionnant et à mon avis, c'est là que les photographes ont vraiment une carte très forte à jouer, parce qu'ils ont une sensibilité à l'écoute finalement, parce que justement c'est un peu la même démarche que d'aller chercher un son, que d'aller chercher une image. Et ils peuvent, avec la photographie, installer quelque chose de très fort et instantané, et avec le son, aller engager le spectateur, parce qu'ils vont l'affecter, comme je le racontais tout à l'heure, en allant alimenter le hors-champ, en allant enrichir tout ce qui s'est passé en dehors du cadre de la photographie, et donc finalement en prolongeant l'image. Et pour moi, c'est
C'est ça, c'est la photographie, elle est obligée de devenir audiovisuelle. Mais elle peut rester une photographie en devenant sonore. Et donc c'est là-dessus qu'il faut expérimenter. Encore une fois, j'ai aucune leçon à donner parce que je ne sais pas, j'essaye. Et il faut essayer, il faut faire des images, faire des sons, rencontrer des gens qui font du son, échanger, essayer de dialoguer. Et c'est vraiment ce qui s'est passé avec Mehdi Aoudik sur À l'abri de rien. C'est une rencontre formidable parce que on était au même endroit. On a tout mené ensemble, les interviews. Quand il faisait le son, j'étais à côté de lui, je regardais. Et quand je faisais les images, il était à côté de moi, il écoutait. Mais euh, on a, c'était un travail très difficile, la précarité du logement. Et justement, ce qui était formidable, c'est que quand les gens racontaient leur histoire, parfois ils étaient dans une telle fragilité qu'ils s'effondraient. Mais c'était pas le moment où on faisait les photos. C'était le moment où on les écoutait, où on les enregistrait. Et ils avaient une liberté parce que c'était pas le moment où on les regardait justement. Donc ils pouvaient devenir fragiles. On préservait leur pudeur. Et une fois qu'ils avaient raconté leur histoire, alors on réalisait les images. Et donc ils pouvaient recouvrer leur dignité, si je puis dire, et contrôler leur image. C'était plus le moment où ils étaient dans leur situation de fragilité. Et ensuite, quand on a fait le montage, on a pu garder ces moments très intenses de récit et enrichir ces images pudiques. Et ça permettait, sur un sujet aussi fragile, d'aller très en profondeur dans ces histoires de précarité sans jamais atteindre la dignité des gens. Et je pense que ça, c'est vraiment le fruit de ce dialogue entre l'image fixe et le son. On n'aurait pas pu faire ça en vidéo. Parce que quand les gens pleuraient, on les aurait filmés. Et ça aurait été plus obscène. Eh bien, merci Samuel pour ces jolis mots de conclusion. Merci beaucoup.